guichet unique a ouvert le 9 septembre au Centre d'information jeunesse. Piloté par Université de Cergy-Pontoise, le dispositif regroupe les interlocuteurs des services de l'État tels que la préfecture, l'Office de l'immigration, l'assurance maladie ou la caisse d'allocation familiale. En une semaine, c'est environ 150 jeunes qui sont passés au centre d'information jeunesse, toute école confondue. Le guichet unique est ouvert jusqu'au 31 octobre, du lundi au vendredi de 9h30 à 15h. À Chambly, une maison médicale est prévue pour 2021. Alors qu'il y a 10 ans, la ville comptait une petite dizaine de médecins généralistes, elle en a depuis perdu la moitié. Sur cette même période, plus de 1000 habitants supplémentaires se sont installés dans la commune. Pour pallier ce manque d'accès aux soins, Chambly a décidé d'investir dans une maison médicale. Elle sera implantée dans le centre-ville, rue Raymond-Joly. Plusieurs médecins généralistes, 5 infirmiers, 4 kinésithérapeutes, 2 dentistes, 1 podologue, 1 ostéopathe et 2 diététiciens. Tout ce petit monde devrait prendre place une fois les locaux livrés. Un budget de 2,5 millions d'euros sera investi par la ville pour ce projet. Pontoise vibre pour la dernière du Festival. Public et artistes ont dignement célébré le 10e et dernier anniversaire du festival qui renaîtra sous une nouvelle formule l'an prochain. Tout comme le soleil et les températures estivales, les festivaliers et les artistes ont répondu présents ce samedi à Pontoise. Dès 15h, des familles avec poussettes et enfants en bas âge avaient investi les lieux pour profiter des différentes animations proposées, avec au menu le Puissance 4 géant, le jeu du palais et autres jeux en bois séduisant les plus jeunes, ainsi qu'un stand de maquillage pour se refaire une beauté. Le Festival fusionnera en 2020 avec le festival solidaire Fête Espérée, son cousin germain, organisé par l'association Espérée 95 en juin. On referme ce flash avec du rugby et du côté de l'AAS Sarcelles qui a pu découvrir la Fédérale 2 ce week-end. Le coup d'envoi des championnats de France a été donné hier à 15h pour les 3 clubs du Val d'Oise. Promu en Fédérale 2 pour la première fois de son histoire, l'AAS Sarcelles a effectué un court déplacement à Saint-Denis. Un premier match à oublier pour les joueurs de Sarcelles puisqu'ils se sont inclinés sur le score de 27 à 15. Merci beaucoup, à demain, à tout à l'heure, 98 FM, à tout à l'heure pour Thomas Nost. Nous ferons un nouveau point sur l'actualité proche de chez vous à 12h10. Et puis demain, le retour de la matinale avec de nouveau des invités, 98 FM. Bye bye, dans un instant, le bar de l'économie présenté par Florence Sueur. Et voilà, vous êtes en direct, en vidéo live. Le casque, quand vous parlez, mettez-le, parce qu'il faut que vous parliez bien devant votre micro. C'est pour ça qu'il faut mieux mettre le casque, parce que dès que vous allez vous déporter, vous allez avoir le retour. Si vous vous déportez, vous saurez que vous parlez à côté. Ça va, Philippe? Ouais, j'ai le dos. Mince. C'est rien, ça se passera. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine sous le soleil et l'été indien, si on peut le dire. En tout cas, si vous le pouvez, rejoignez-nous tout de suite sur Facebook, page Bar de l'économie, pour la vidéo live, en plus de la FM 98.0 ou de la web radio idfm 98.fr. Vous pouvez voir nos invités en direct. Aujourd'hui, nous parlons bien sûr de l'actualité nationale et internationale, mais aussi de la ville de Neuville-sur-Oise. Et puis, comment connaître l'histoire d'une voiture avant l'achat. Et enfin, d'une solution d'automatisation de l'examen de la vue pour tous, avec nos invités que je remercie pour leur présence à mes côtés. Et j'accueille tout de suite, bonjour Gilles Lecam. Bonjour Florence. Vous êtes le maire de Neuville-sur-Oise. Votre ville fête ses 150 ans. Et en plus de commenter l'actualité, nous allons détailler cette fête ensemble. Vous êtes aussi vice-président recherche, innovation et numérique à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Donc on en parlera, si vous voulez bien, aussi. À vos côtés, bonjour Fabien Cohen-Solal. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Auto Origine, un service en ligne créé en 2016 qui propose des rapports historiques de véhicules via les plaques d'immatriculation. Donc on saura tout à l'heure pour comment bien acheter une voiture d'occasion. Et puis à nos côtés, bonjour Jérôme Perdérizet. Bonjour. Vous êtes cofondateur de C-View, une solution d'automatisation de l'examen de la vue qui permet à toute personne, même inexpérimentée, de piloter la réfraction en moins de 5 minutes. Donc là, il va falloir nous expliquer ce que c'est. Et puis également, vous êtes optométriste de métier. Et là, on aimerait bien savoir comment on devient optométriste. J'insiste sur le fait que vous êtes installé à Hermont, en Val d'Oise. Juste à côté. Voilà, mais tout d'abord, c'est l'exercice habituel, ce sont les infos du jour. Alors, la première, c'est que je rappelle la consultation citoyenne mise en ligne par le gouvernement sur le site du ministère de l'Agriculture jusqu'au début octobre.
Donc si vous êtes concerné par les produits chimiques, eh bien allez donner votre avis sur agriculture.gouv.fr et vous trouverez la consultation produits phytosanitaires mise en consultation d'un nouveau dispositif de protection des riverains. Gilles Lecam, ça vous concerne ? Évidemment, j'espère tous citoyens. Nous avons, lors de notre dernier conseil municipal au mois de juillet, voté à l'unanimité une motion pour sensibiliser les agriculteurs de notre territoire sur l'utilisation de produits, en particulier le glyphosate. Et cette interdiction d'utiliser ce produit arrive aux horizons 2021. Et on a voulu nous rapprocher des agriculteurs pour gérer ensemble cette transition. Est-ce que c'est difficile pour eux ou est-ce que c'est plutôt facile ? Bien, c'est certainement difficile puisque tous ces produits leur ont donné une possibilité d'améliorer le rendement. Et pour revenir à des solutions plus propres, je dirais, il faut associer un changement, en particulier sur un traitement de l'herbe mécanique, et donc il y a des coûts qui sont supplémentaires et il faut les absorber d'une nouvelle manière. Donc il faut un petit peu de temps pour s'adapter, c'est ça que ça veut dire ? Il faut forcément du temps pour s'adapter, et puis la terre qui sera utilisée avec moins de produits sera beaucoup plus souple, beaucoup plus perméable, et nous à Neuville, nous sommes sur un bassin versant, et ça nous sera une prévision, préserver des coulées de boue sur notre territoire. Donc vous le voyez déjà quand les agriculteurs utilisent autre chose que les produits phytosanitaires chimiques, que la terre est plus souple. Oui, ça, je ne le vois pas à Neuville, mais on le voit couramment dès qu'on a un œil, je dirais, un peu attentif sur le territoire. On le voit bien évidemment. Et également, il faudra que le labour soit différent, il soit moins profond. Il y a tout un ensemble de leviers pour que la terre soit meilleure et plus souple à travailler, plus perméable, pour que les produits issus de l'agriculture soient le mieux. Quand il pleut, est-ce que cela fait remonter certaines choses ? Est-ce qu'on voit vraiment quand on utilise des produits phytosanitaires ? Alors, quand il pleut, nous, ce que l'on voit surtout, c'est l'eau qui descend très rapidement sur les pentes, emmène de la terre, ne rentre pas dans la terre. Donc, ce qui fait que la difficulté, c'est déjà ces coulées de boue qui arrivent sur des routes, et on a beau mettre des moyens pour prévenir de cela, des avaloirs d'eau qui sont engorgés de boue, et ça déborde, et on vient faire des sinistres dans la partie privative, dans les maisons, quoi. Bien sûr. Donc on le voit bien. Et puis aussi peut-être au niveau de l'odeur, ça fait remonter peut-être des odeurs. Alors c'est quand là on épand par exemple le glyphosate, il y a des odeurs qui durent à peu près 24-48 heures, et suivant l'orientation du vent, eh bien, il y a des gènes pour les administrer qui sont autour de ces champs. Donc pour vous, la bataille 5 mètres, 10 mètres, 150 mètres, c'est fondé. C'est fondé, mais je dirais que c'est également le constat qu'on utilise bien des produits nocifs. Bien sûr. Ce n'est pas la bataille 5 mètres, 10 mètres, c'est que comment éviter d'utiliser des produits qui permettent de vivre et de travailler tous ensemble. Bien sûr. Ce n'est pas une question de distance. Merci Gilles Lecam. On va poser la question à nos autres invités. Fabien Cohen-Solal, vous êtes interpellé par les problèmes environnementaux. Ce sont des problèmes dont on entend parler de plus en plus aujourd'hui. Il y a une prise de conscience pour vous ? Je pense qu'il y a une prise de conscience. Il faut penser aux générations futures aussi. Chacun change ses habitudes de consommation, ses habitudes de vie. Maintenant, est-ce que ce sera suffisant ? Dans quelle mesure le faire, etc. On entend tellement d'informations qu'on ne sait pas trop vers où aller. Merci beaucoup pour votre commentaire. Jérôme Perdérizet, est-ce que vous aussi vous êtes sensible ? Oui, on est tous sensibles. Je pense qu'il faut penser surtout à nos enfants, à la nouvelle génération. Il faut effectivement sensibiliser. On sent qu'il y a un petit retour en arrière sur les habitudes de consommation. Donc je pense qu'effectivement, il faut... donc vous voyez une véritable prise de conscience autour de vous ? Au niveau des habitudes, ça change ? Clairement, oui. Je pense qu'effectivement, mes amis, ma famille, on a conscience de ça.
Et surtout, voilà, il faut penser aux générations futures parce que voilà, ça va avoir des conséquences et il faudra pas mal d'années avant de pouvoir avoir de nouveau une terre saine et pouvoir avoir des terrains agricoles sains. Enfin, il faut penser à ça aussi. Merci beaucoup à tous pour vos commentaires. Les autres infos du jour, on continue dans l'environnement. C'est alerte pollution dans la Seine, le Rhône, la Méditerranée et même dans le lac d'Enghien. Des trottinettes électriques sont jetées à l'eau. Les composants de leur batterie peuvent pourtant poser des problèmes lorsqu'ils sont dans l'eau. Plusieurs associations participent à des repêchages, mais si on ne retire pas la trottinette de l'eau, la corrosion va ouvrir la batterie et au bout de quelques années, l'eau va pénétrer dans la pile rechargeable. On va assister alors à un relargage des composants, a décrit un enseignant-chercheur du laboratoire Écologie systématique et évolution de l'Université de Paris-Sud. Parmi ces composants, le lithium, élément très facilement soluble. Et ce qui est grave, c'est de gaspiller ce lithium, un métal rare. C'est comme si, a-t-il dit, c'est comme si l'on jetait un lingot d'or dans la Seine. Mais les batteries peuvent comprendre des polymères également, pas faciles à détruire et peuvent donc rester très longtemps dans l'environnement. Quoi que vous jetiez dans les rivières ou autres cours d'eau, vous le retrouverez un jour dans votre verre d'eau, a-t-il dit. Donc, soyez citoyens, s'il vous plaît, ne jetez rien dans les eaux. Gilles de Lecam, je pense que c'est un appel aux incivilités aussi. Oui, bien sûr. Les incivilités sont malheureusement courantes dans une commune. On sait tous le déchet sauvage. Et ce que vous dites là pour le lithium, ça me fait revenir en arrière il y a 10 ans, quand on avait nos piles mercure que l'on mettait je ne sais pas où, et on savait très bien qu'on allait retrouver dans nos aliments du mercure dans les années à venir. Donc, pas d'incivilité, du respect de l'environnement, et faisons un effort. Allons porter aux endroits de recyclage tous ces produits toxiques. Merci beaucoup Gilles Lecam. Autre info du jour, depuis 25 ans, il ne se passe plus un mandat présidentiel sans changement de règles du jeu sur les retraites. Emmanuel Macron s'est engagé à un bouleversement complet avec la fusion des 42 régimes existants en un seul système universel à points. Vous l'avez sans doute entendu la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas entendu, on va un petit peu le détailler ce matin. À charge donc pour le Premier ministre Édouard Philippe de mener à bien ce projet complexe. On dépense 14 points de PIB pour les retraites. C'est le plus gros poste de dépenses publiques en France. Il nous permet de financer une retraite qui est de plus en plus longue, de génération en génération. Alors, salariés de la SNCF, profession libérale, policiers, les syndicats protestent contre le projet gouvernemental de régime universel de retraite par points. Plusieurs journées de grève et de manifestations sont attendues. Voici les dates. Aujourd'hui, 16 septembre, les professions libérales manifestent. Avocats, organisations de médecins, infirmières, kinésithérapeutes, pilotes, hôtesses et stewards sont tous réunis au sein du collectif SOS Retraite pour défendre la spécificité de leur régime. En parallèle, les agents des finances publiques vont aussi se mobiliser aujourd'hui. Il y aura un mouvement d'ampleur nationale si les revendications de l'UNAPL ne sont pas prises en compte, a prévenu son président Michel Picon. Alors pourquoi ? Eh bien, ce sont des caisses de régime autonomes qui gèrent bien leurs finances, puisque ces régimes-là sont bénéficiaires et parfois leur trésor se monte à 7 milliards, ce qui garantit les retraites des professions indépendantes. Voilà pourquoi ils manifestent aujourd'hui. Mais aussi, jeudi 19 septembre, attendez-vous à une grève à EDF. Les représentants du personnel appellent à une grève unitaire contre, bien sûr, le projet de réorganisation de l'entreprise. Samedi 21 septembre, c'est Force ouvrière qui fait cavalier seul pour crier son opposition au projet gouvernemental de régime universel de retraite par points. Mardi 24 septembre, c'est la SNCF, la CGT Solidaire et Sudrail ont lancé un appel interprofessionnel. Donc là, attention avant de bouger mardi 24 septembre. Et puis enfin, mercredi 2 octobre, c'est la marche de la colère des policiers suite aux suicides, agressions, conditions de travail et retraite. Les syndicats ont lancé le 10 septembre un appel à cette marche de la colère. Alors ce qui provoque les grèves, vous l'avez compris, c'est le système universel annoncé dans lequel il n'y a plus de régimes spéciaux, comme l'a expliqué Édouard Philippe, qui estime cela, je cite bien sûr, plus juste et plus solide. Mais ce nouveau système ne s'appliquera pas qu'à partir s'appliquera entièrement plutôt à partir de 2040. Et pour déminer cette question épineuse, le chef du gouvernement a indiqué qu'il allait inscrire dans le projet de loi le principe selon lequel le nouveau système ne sera pas appliqué aux régimes spéciaux tant qu'une solution satisfaisante ne sera pas trouvée pour leur faire rejoindre ce nouveau régime universel.
Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la réforme des retraites, est chargé d'organiser d'ici au 15 octobre des rencontres avec les représentants des régimes impactés pour dresser un état des lieux précis et chiffré et se fixer un calendrier de travail. Le Premier ministre a annoncé entamer cette grande consultation jusqu'à la fin de l'année et ouvrir une plateforme numérique. Il veut, dans un premier temps, connaître la vision des syndicats sur le sujet. Il s'agira ensuite de fournir un système équilibré à l'horizon 2025, puis d'assurer la transition vers un système universel, petit à petit, en remplaçant les 42 régimes existants. Sur le fond, le chef du gouvernement est resté très prudent, ne dévoilant pas ses préférences personnelles. Aussi, il n'a pas tranché le débat qui oppose les partisans de la hausse de l'âge légal de départ à la retraite et ceux qui prônent une augmentation de la durée de cotisation. En tout cas, la loi devra être votée à l'été 2020. La transition durera de 2025 à 2040 et le système entrera en vigueur en 2025. Voilà, mais ne s'appliquera entièrement, je répète, qu'en 2040. Cette période de transition de 15 ans est faite pour la fusion des 42 régimes existants en un système unique par points. Alors, qui va être concerné? Eh bien, ce sont les personnes nées après le 1er janvier 1963. Travailler plus longtemps n'est plus un tabou pour la gauche ni pour la droite, a estimé le Premier ministre. Et il existe un certain nombre d'outils qui permettent de concilier durée et âge. Sur ce thème, le Premier ministre confie une mission à Sophie Bellon, présidente du conseil d'administration de Sodexo, qui aura à ses côtés Jean-Manuel Soussan, directeur des ressources humaines du groupe Bouygues Construction, et puis Olivier Mériot, ancien directeur général adjoint de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, c'est l'ANACT. Donc ils vont tous travailler sur justement comment concilier durée et âge. Concernant le déficit, Édouard Philippe va demander une nouvelle expertise financière au Conseil d'orientation des retraites, malgré la publication de son rapport annuel mi-juin, pour savoir quel sera exactement l'état des comptes de retraite en 2025. Alors le système à points, il est dit qu'il va profiter à 50% des plus bas salaires. Il favorise aussi les personnes qui ont eu des carrières avec des trous ou des carrières moins dynamiques que les personnes avec des carrières complètes et croissantes à la fin. C'est-à-dire qu'il va favoriser notamment les femmes qui travaillent beaucoup moins que les hommes lorsqu'elles ont des enfants. Nous reviendrons sur ce sujet car plusieurs questions se posent. Quelle valeur du point de retraite ? On ne sait pas. Sera-t-il indexé sur la croissance des salaires ou bien comme maintenant ? Depuis les réformes Balladur et Fillon sur l'inflation, on ne sait pas. Quel âge pivot? Eh bien, il faut attendre les commissions qui vont aussi pencher. Et puis, y aura-t-il des pénalités, c'est-à-dire une décote si l'on prend sa retraite avant un âge certain ou pas? Là non plus, on ne sait pas. Alors, on va demander à nos invités du jour ce qu'ils en pensent. Gilles Lecam. Bon, juste une petite remarque. Moi qui suis maire d'une petite commune de 2000 habitants, et je travaille un peu, je dirais une soixantaine d'heures par semaine, et je crois que nous avons besoin d'avoir des retraités actifs, mais en retraite pour pouvoir prendre le relais dans un grand nombre de communes comme la mienne. Et il n'y a pas que dans les communes que les retraités travaillent. Il y a beaucoup d'associations et le milieu associatif ne pourrait pas fonctionner s'il n'y avait pas tous ces retraités bénévoles. Tout à fait. Nous avons dans notre petite commune à peu près 16 ou 17 associations et la majorité des présidents ou des présidentes d'associations sont tous à la retraite, bien évidemment. Jérôme Perdérizet, alors qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes jeune, au niveau des retraites? Alors, moi je pense que les retraités, en plus du côté associatif, ils consomment. Et ça, il ne faut pas non plus l'oublier. C'est-à-dire que si demain, les jeunes retraités n'ont plus de pouvoir d'achat, ça peut avoir une incidence économique sur des acteurs locaux, d'accord, les commerces. Donc ça, c'est un premier point. Après, c'est vrai que moi, mes heures, je ne les compte pas, d'accord. Ma retraite, je sais que personnellement, je vais me la créer. C'est un sujet qui est important. Il y a beaucoup de régimes en France. Est-ce qu'il faut les mutualiser ou pas? Là, c'est le débat. Mais c'est, enfin, tous les ans, on se retrouve à discuter de ce régime, à vouloir les modifier. Donc c'est qu'il y a un réel problème en France à ce sujet. Maintenant, il faut aussi trouver des solutions. Après, Et donc pour vous constituez votre retraite, c'est important parce que vous pensez que vous n'aurez pas de retraite? Moi, ma retraite, je cotise à une caisse de retraite privée en tant que statut TNS, d'accord.
Après, ma retraite, je vais me la constituer sur du patrimoine, sur d'autres choses. Mais je ne vais pas compter que sur ma retraite par capitalisation. Enfin, pour moi, c'est un non-sens. Merci Jérôme Perdérizet. On va poser la question à Fabien Cohen-Solal. Quel est votre sentiment sur le régime de retraite et sur la retraite? De toute façon, il y a une augmentation de la durée de vie, donc il y a de plus en plus de retraités par rapport au nombre d'actifs. Fondamentalement, ces régimes-là doivent évoluer. Aujourd'hui, on a demandé pas mal d'efforts déjà au secteur privé, et c'est normal, parce que clairement, il y en a bien besoin. Il y a aussi besoin que tout le monde fasse ces efforts-là, et notamment le secteur public, pour que cette retraite par répartition continue à perdurer. C'est une bonne chose, il faut qu'elle continue, et pour cela, aujourd'hui, on ne peut pas compter que sur le secteur privé pour financer toutes ces retraites. Comme vous avez dit, ça compte 14 points du PIB, et ce sera de plus en plus important au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de retraités. Alors vous qui êtes jeune, vous pensez qu'il faut donner un âge légal de départ à la retraite, ou bien est-ce qu'il faut laisser le choix à chacun de choisir son âge de départ en retraite? Que fait-on pour ceux qui ont envie de travailler plus longtemps? Pour moi, ceux qui ont envie de travailler plus longtemps, il faut les laisser travailler plus longtemps, avec la possibilité d'aménager, de donner certains aménagements, travailler à mi-temps, donner des aides. Au contraire, comme disaient mes camarades, retraité, ça ne veut pas dire inactif. On peut être retraité et avoir des activités, au contraire, et travailler. Donc on peut laisser les gens travailler beaucoup plus longtemps s'ils le désirent. Merci beaucoup Fabien Cohen-Solal. Autre info du jour, fraude fiscale. Eh bien, Google va payer un total de 965 millions d'euros pour clore les poursuites en France. Cette transaction acceptée par Google France et Google Irlande met fin aux poursuites pour, je cite, fraude fiscale aggravée engagée en 2015 contre le géant de l'Internet par le parquet national financier. La France a gagné une amende de 500 millions d'euros pour mettre un terme à l'enquête pour fraude fiscale et 465 millions d'euros afin de solder son contentieux avec le fisc français, ce qui écarte définitivement la perspective d'un procès pour Google dans ce dossier. La multinationale dispose d'un délai de rétractation de 10 jours, mais il vaut mieux un bon accord qu'un mauvais procès, a déclaré Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics. Et, je cite, « Aucune entreprise n'échappe à la règle. Nous discutons en ce moment avec de nombreuses entreprises, grandes et petites, numériques ou non », a-t-il déclaré. Fabien Cohen-Solal, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces amendes et de cette imposition? Il y a une équation assez difficile à résoudre qui est d'attirer des entreprises en France. Il faut attirer des grandes entreprises en France qui aient leur siège, qui créent des emplois en France. Mais d'un autre côté, effectivement, il n'y a pas de raison que les entreprises françaises, soit TPE, PME, des grosses entreprises, paient des impôts en France, et que les multinationales étrangères qui veulent s'installer ou qui ne s'installent pas mais qui font des bénéfices et qui font du chiffre d'affaires en France ne paient pas d'impôts. Merci beaucoup pour votre commentaire. Autre info du jour, c'est Hong Kong. La chef de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam, a retiré le projet de loi sur les extraditions à l'origine des manifestations massives qui duraient depuis le mois de juin à Hong Kong. Un tournant donc décisif dans la contestation, mais c'est le plus gros défi lancé à Pékin. Et voici ce qu'a dit le président chinois Xi Jinping. Il a déclaré devant un parterre de membres du Parti communiste qu'en politique, il fallait toujours faire preuve de détermination, mais qu'un peu de flexibilité était aussi possible pour arriver à ses fins. Donc attendons la suite. Autre info du jour, notre cerveau affecté par une mauvaise alimentation, eh bien, ce sont les travaux des chercheurs qui font le lien entre mauvaise alimentation et obésité. Ça, on le savait, mais maintenant, on ne savait pas que cela affectait notre cerveau, et cela se joue au niveau de notre hypothalamus, et ce, dès 3 jours après l'absorption d'un régime riche en graisse et en glucides, ça veut dire un repas trop gras et trop sucré. Eh bien, l'hypothalamus subit une inflation en seulement 3 jours. C'est ce que viennent de découvrir les chercheurs de Yale aux États-Unis. L'hypothalamus contrôle quelques fonctions vitales comme la soif et la faim, je le rappelle. Donc, eh bien, évitons tout ce qui est trop gras et trop sucré en même temps. Et puis, évitons, ça veut dire les plats industriels.
Dernière info du jour, c'est Eurytech qui lève 4 millions d'euros pour détecter avant l'heure les tendances de la mode et du luxe. Chaque jour, ce sont donc plus de 100 millions d'images qui sont postées sur Instagram. C'est donc une force d'attraction capable de changer les habitudes des consommations, puisque l'on dit que 3 achats sur 4 sont influencés par les réseaux sociaux. Donc dénicher avant l'heure les tendances qui vont rythmer la mode et le luxe, c'est ce que fait la start-up française Eurytech, donc, qui vient de lever 4 millions d'euros auprès des fonds Alaya et Serena. Pierre Denis, à la tête du chausseur anglais Jimmy Choo, et Coralie de Fontenay, ancienne directrice générale de Cartier France, ont également participé à cette opération. Fondée en 2013 par Tony Pinville et Charles Ollion, tous deux docteurs en machine learning, Eurytech développe une technologie de reconnaissance visuelle capable de décrypter 3 millions d'images et de vidéos chaque jour sur les réseaux sociaux. Et la technologie est en mesure de reconnaître plus de 2000 détails sur chaque image, motif, forme ou produit. Et donc ce sont ces milliers d'informations qui permettent d'identifier les prémices des tendances qui s'imposeront dans la mode et dans le luxe dans les 6 à 12 mois à venir. Donc ça va très très vite. La jeune pousse a précisé qu'elle a d'ores et déjà permis de prédire à l'avance 4000 tendances avec un taux de précision de 90%. Voilà, c'était nos infos du jour. Et on va tout de suite faire notre première pause musicale. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons prévu Ella Fitzgerald. Bonjour. Et après, je sais plus. Fais attention, pas fille. Après, c'est qui, comme Philippe, c'est qui les chanteurs prévus? Je ne Les sais frangines. plus. Oui. Ensuite, Maël. Maël, d'accord. Après, c'est Médusa. Oui. Après, c'est Muse. Ok. Après, c'est Petit Biscuit. Bon, voilà, c'est bon. C'est la petite trompette. Café Crème. Après, c'est à vous. Je m'avais parlé le moins possible. Ça existe, hein. Je vous rassure, c'est vraiment les titres. Oui, oui, non. C'est Je vraiment, connais les frangines. c'est vraiment les noms des groupes. Par contre, je me pose la question, c'est vous qui choisissez les... Non, c'est Mademoiselle. C'est moi. Il aurait jamais fait ça. Ah, ça. C'est qu'il a pas Il va pas choisir. C'est pas vrai. Ça te fait peur? T'as peur? Non, je rigole. M'en fous. Bon, il sait. C'est un cas, hein. Il a l'habitude. C'est nous qui l'avons. Avec une. Avec une. Oui, bah si j'étais pas là, ce serait bien triste vos matinées. Hein. Hein? Oh, on t'aime bien quand même. Quoi? On t'aime bien quand Enfin, même. mais je blague. Eurytech, c'est une boîte française. Ouais, c'est français. Oui, c'est français. C'est français. C'est pour ça que je l'ai dit. Parce que J'ai pas fait part On va donner 4 millions. c'est une jolie levée, oui. Ouais, c'est une belle idée. Bah, s'ils viennent à l'antenne, j'en saurai plus. On saura qui font partie des fonds, s'il y a des... Bah, Serena et. Oui, vraiment, Serena et d'ailleurs. Oui, mais je ne sais pas qui fait partie de ces fonds. C'est un premier promoteur. Ah, ces fonds, c'est des VC. Ces fonds, il n'y a pas de corpo à l'intérieur. Ce sont des leveurs. Des particuliers ou des industriels peut-être? Oui, mais de toute façon, ils sont totalement indépendants. C'est surtout, à mon avis, des particuliers, un peu de BPI aussi, qui a dû financer une partie. Mais ces fonds-là, en général, c'est. Vous avez beaucoup pitché, vous, pour être au courant de tout ça? Je les connais un petit peu. Comment vous les connaissez? Les fonds Ah bah, 20 secondes. Comment je les connais Parce que c'est un petit monde, j'ai des amis qui travaillent dans Oui. certains fonds et que dans. Vous l'avez bien, c'est bien créé en 2016, je ne me suis pas trompée. La société créée en Ouais. 2016, le service en 2017. D'accord. Le service, ça fait 2 ans maintenant, 2017. Ok. On y va? Vous avez reconnu, j'en suis sûre, Ella Fitzgerald pour notre pépite du jour. Aujourd'hui, au bar de l'économie, nous parlons de la ville de Neuville-sur-Oise, de comment connaître l'historique d'une voiture avant son achat et d'une solution d'automatisation de l'examen de la vue. Et pour cela, j'ai à mes côtés Gilles Lecam, maire de Neuville-sur-Oise, Fabien Cohen-Solal, directeur général d'Auto Origine, et Jérôme Perdérizet, cofondateur de Civio. Alors, Gilles Lecam, vous allez fêter les 150 ans de Neuville-sur-Oise. Peut-être qu'on peut faire son histoire pour commencer. Oui, donc on profite des Journées européennes du patrimoine, qui est le week-end prochain, le 20 et le 21 septembre, donc pour faire un événement spécifique dans Neuville, en particulier les 150 ans.
Neuville était un hameau qui appartenait à la commune Éragny-Neuville. Et il y a 150 ans, le conseil municipal de l'époque a délibéré à l'unanimité la soustraction du hameau de Neuville pour que Neuville puisse être autonome. Et il a fallu attendre le 23 février 1869 où le préfet des Yvelines a autorisé l'érection de Neuville. Et le 22 mai 1969, le conseil municipal a été installé et le premier maire était Alfred Joseph Cornudet et son premier adjoint Édouard Boulanger. Donc c'est une jeune commune, on peut dire finalement. Et oui, c'est ce qui est très étonnant, c'est qu'on a des bâtiments qui sont anciens, puisque nous avons un château à Neuville qui date, un premier bâtiment date du XIVe ou XVe siècle, mais nous sommes une jeune commune sur le papier, bien évidemment. Cette commune, elle est très soucieuse de sa préservation de son environnement, et je pense que ce sont les gènes que l'on a reçus au moment de cette création de ces communes il y a 150 ans, puisque ce sont les Neuvillois, accompagnés par l'abbé Legrand, pour créer une paroisse. On a construit une église. L'abbé a ensuite permis un cimetière, et tous ces ingrédients-là, bout à bout, ont permis cette création de cette commune. Et la préservation, cette envie d'être une commune, se lègue successivement, et nous avons, nous, le respect de conserver ce qui a été décidé il y a 150 ans sur la gestion du patrimoine de notre commune. Alors on va revenir sur le patrimoine, si vous voulez bien, Gilles Lecam, mais au niveau de l'évolution de la population, comment ça s'est passé sur les 150 ans? Elle est très sage, hein, donc il y avait à peu près 800 hommes il y a 150 ans, et nous en avons maintenant 2045. Vous voyez que la progression est très lente. Elle est lente pour une raison essentielle, c'est que nous avons un grand nombre de superficies en terre agricole et de maraîchage, et nous tenons à cette spécificité. Nous avons un maraîcher qui d'ailleurs produit des produits anciens qui font je dirais, la une de très grands restaurants parisiens, et nous avons ce souci-là. Notre commune est certainement remarquable puisque nous avons plusieurs générations, grands-parents, parents, enfants qui habitent sur le même territoire. Et ce n'est pas exceptionnel de voir plusieurs camps sur notre territoire qui regroupent ça. On a des familles qu'on appelle d'Allemagne, Fou, Tremblay, Rimbert, qui sont des personnages qui existaient déjà il y a 150 ans, peut-être pas tous, mais lors des élections, on retrouvera des personnes qui, au fil des années, se sont retrouvées successivement dans les différents conseillers municipaux. Une toute petite parenthèse, j'en profite. En 1945, à la libération de Paris et de la France, nous avons successivement 2 femmes, maires de notre village. Et je pense que notre petit village était déjà très moderne, puisque nous avons eu 2 femmes maires de notre petite commune. Donc l'équilibre des sexes depuis longtemps à Neuville. Pour nous, c'est même pas une volonté, c'est un état. Ça fait partie des choses tout à fait naturelles de vivre ensemble, de travailler ensemble, que ce soit homme ou femme. Il n'y a pas de sujet. Naturellement, c'est normal. C'est normal, absolument. Merci Gilles Lecam. Alors parlons un petit peu donc des festivités. Qu'avez-vous imaginé pour cette fête du patrimoine, cette fête de Neuville-sur-Oise pour ces 150 ans? Alors il va y avoir pas mal d'activités à la fois culturelles et de visites. Tout à fait. Donc on a démarré début février où on a réuni un grand nombre d'associations. Et puis c'est parti dans tous les sens. Il y a des associations, en particulier la Troupe de l'Escapade, une association de théâtre qui s'est associée à un guide conférencier de l'Office de tourisme pour faire une déambulation dans Neuville, pour visiter notre village avec des jeux de remise à l'époque, ou à côté du pavillon d'amour, à côté du café, à côté de l'église.
Il y a une autre association qui, à partir de 19h30, va placer des photophores dans la rue Joseph Cornudet, qui est la rue centrale de Neuville. Il y a différentes associations que l'on retrouve pour faire un spectacle équestre. Et donc à 17h30, je donne rendez-vous aux Neuvillois et bien sûr au Sergi Pontin pour participer et de regarder ce spectacle équestre. Et puis là, il y a quelque chose d'exceptionnel. Nous allons avoir un son et lumière à 21h30 qui permet de retracer la vie de Neuville. Ça, c'est pour le samedi 21 septembre. Ça, c'est pour le samedi 21. Il y a un concert à l'église Saint-Joseph le vendredi à 20h, un concert choral. Et puis, nous avons le troisième maire de Neuville, Joseph Cornudet, député maire, qui a présenté à l'Assemblée nationale la première loi sur l'urbanisme, qu'on appelait l'embellissement des villes, qu'on appelle la loi Cornudet. Et nous avons une conférence animée par le CEE du Val d'Oise concernant cette première loi sur l'urbanisme à la Maison internationale de recherche. Et je donne rendez-vous également à toutes les personnes qui sont dans ce domaine d'aménagement de territoire ou d'urbanisme. Rendez-vous à 10h à la Maison internationale de recherche. Alors, vous avez cité le pavillon d'Amour. Qu'est-ce que c'est ce pavillon? Eh bien, c'était un endroit où, dans le domaine du château, il y avait des endroits où on pouvait s'isoler, je dirais. Et la légende dit que l'ambassadeur d'Autriche aimait bien s'isoler, avec qui, je ne suis pas là pour le dire, mais on se doute bien qu'il y avait, je dirais, des rendez-vous galants. Voilà, un petit pavillon pour les rendez-vous galants. En fait. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est pour ça qu'il porte ce nom, le pavillon d'Amour. Tout à fait. Mais alors, vous avez aussi un château à Neuville-sur-Oise. Expliquez-nous l'histoire du château. Ce château appartenait au comte Cornudet de l'époque. Il l'avait racheté lui-même d'un comte, je ne me souviens plus de son nom, et en 1840. Et ce château, au fil des années, a, je dirais, permis de rayonner sur Neuville, mais malheureusement, les coûts d'entretien étant difficiles, il a été revendu vers les années 1960 au comte d'Arambure, qui lui-même l'a revendu ensuite pour que ça le devienne un EHPAD. Je profite que ce château permet d'accueillir 140 résidents dans cet EHPAD, et depuis le mois de juillet cette année, on a un superbe restaurant qui s'appelle M Orbicole, qui est un jeune couple qui fait des produits d'excellence, de très grande gastronomie, dont ce jeune cuistot d'à peine 24 ans vient de l'école Lucas, donc de restaurants très réputés. Et je vous assure, venez déguster ces produits qu'il fait, et qui seront des produits également de qualité, puisqu'on pense que les maraîchers de Neuville vont l'alimenter prochainement. Alors, on va rappeler le nom de son restaurant. M Orbicole. Voilà, M Orbicole. Bah, écoutez, on va essayer de le faire venir à l'antenne un jour, s'il peut partir de sa cuisine pour nous donner des bonnes petites recettes. En tout cas, Neuville-sur-Oise, vous êtes dans l'agglomération de Cergy-Pontoise. Vos villes voisines, c'est que Jouy-le-Moutier, Cergy bien sûr, et Ragny-sur-Oise, hein, c'est bien ça? Bien sûr. Vous n'êtes pas loin des étangs de Cergy, en fait, il fait bon vivre à Neuville-sur-Oise. Attention, des étangs de Cergy, Neuville. Donc là, nous avons l'île de loisirs qui permet d'accueillir pour certains week-ends plus de 20 000 personnes. J'entends son président Gérard Saint-Bille le dire, et je dirais même les présidents d'avant, c'est le jardin des gens qui n'ont pas de jardin, et c'est une soupape qui permet durant l'été d'accueillir un nombre de familles qui n'ont pas ces espaces verts. Il y a un grand nombre d'attractions qui sont mises à disposition, soit gratuitement, soit payantes. Et puis il y a un centre aquatique qui peut accueillir à peu près 9000 personnes avec des équipements
pour les tout petits, puisqu'il a été ouvert une pataugeoire dernièrement. Et puis, il y a la possibilité de se baigner. Il y a des animations comme du ski nautique, du rafting, de l'acrobranche. Il y a la dernière animation, c'est un vélo qui est sur un câble et qui permet de traverser sur Il faut une pas hauteur avoir le peut-être. vertige. Ah oui, tout à fait. Moi, je le fais pas. Hein. Mais vraiment, cette île de loisirs permet de répondre à un grand nombre de besoins Et de pour vous, c'est très Sergi-Pontoise. proche. Vous êtes à combien de kilomètres? C'est presque trop proche, puisque nous avons malheureusement des nuisances avec des reports de stationnement dans Neuville qui nous apportent quelques incivilités dont on est très prudent à limiter ces débordements. Bien sûr, donc vous êtes à 1 ou 2 kilomètres à peine. 10 minutes à 10 pied. minutes à pied, c'est formidable ça. Donc je rappelle, Gilles Lecam, ce que vous venez de nous annoncer, donc à Neuville-sur-Oise, à l'occasion des Journées Patrimoine, eh bien c'est la fête samedi 21 septembre, donc ce week-end. Alors à l'église, des concerts, à la Maison internationale de la recherche, les 100 ans de la loi Cornudet, donc l'un des premiers maires de Neuville-sur-Oise, et puis aussi une exposition, l'élève au XXe siècle, on n'en a pas parlé de ça. Oui, j'ai oublié, bien sûr, nous avons, par l'intermédiaire d'une association neuvilloise, l'association de pétanque, qui s'est rapprochée de la ville de Gonesse et qui avait déjà réalisé une exposition sur la ville d'autrefois. Et la ville de Gonesse nous a proposé de mettre cette exposition dans Neuville. Elle concerne tout le public, puisqu'elle est sous forme circulaire. À l'extérieur du cercle, c'est une exposition, on va dire, pour les adultes. Et à l'intérieur du cercle, c'est une exposition pour les enfants, avec, je dirais, une dizaine de stations. Nous avons des questions pour les enfants qui vont découvrir les réponses en levant une petite trappe en bois. Les adultes vont retrouver ce que l'on connaissait, la plume sergent-major, les cahiers de liaison, enfin bref. D'une manière très simple, on revit ce que l'on a connu, puisque je l'ai dit tout à l'heure, je suis retraité. Donc la blouse grise. Ah oui, la fameuse blouse grise, c'est vrai. Et puis aussi les jeux anciens en bois, Bien sûr. les enfants vont Alors, pouvoir jouer. Là, j'aurais bien voulu, mais c'est sous une cloche en plastique. Il y a un jeu d'osselets. Et, Ah oui, c'est vrai, on jouait aux osselets. Il y a des billes en terre et des jeux de osselets. Et j'aurais bien voulu montrer aux enfants de l'école de Neuville comment on jouait aux osselets. La petite raclette, la grande raclette, les petites tapettes. C'est très compliqué le jeu des osselets, on a oublié. On s'en souvient. Oui, absolument. Et puis aussi des spectacles, vous l'avez dit, un spectacle équestre. Ça, c'est pour le samedi à 17h30. Et à 19h30, un pique-nique géant devant le château. Et à 21h ou 22h30, selon la nuit, j'imagine, un spectacle son et lumière. Alors, Gilles Lecam, vous êtes aussi vice-président recherche et innovation et e-numérique à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Alors, un trophée a été remis récemment. Oui, j'en profite à l'antenne de féliciter les équipes de la communauté d'agglomération et sa directrice du développement économique, Jessica Tessier. Nous avons été les premiers du trophée, c'était pour la turbine, c'était France Cluster qui nous a nommés. Et la turbine, c'est un endroit où on aura des entreprises, des start-up, le monde académique, des étudiants qui vont venir de l'ESTI, de l'ESSEC ou de l'NCEA. Et donc tout ceci va bouillonner et l'ouverture de la turbine, ça démarre, on va dire, au dernier trimestre 2019. Ça sera à côté de Port-Cergy et là, ça sera un très bel établissement et ça donne la puissance du campus international de demain. Tout ceci. Ça, c'est très important, effectivement. Donc, la turbine qui va réunir, vous l'avez dit, plusieurs écoles et donc les étudiants pour faire de la recherche et puis... Donc, ils vont poursuivre ce qu'ils ont appris et donc les sujets de thèse, ils pourront les implémenter en gestation, en incubation à l'intérieur de cette turbine, puisque un grand nombre d'entreprises vont partir de la pépinière de Neuville pour aller à la turbine. Merci beaucoup Gilles Lecam pour nous avoir présenté tout cela. Je vous propose, si vous voulez bien, une seconde pause musicale avec les Frangines. Bon, on a
tout dit, je pense. Après, c'est à vous, Ça marche. si vous voulez bien. Alors, ma première question, ça va être comment vous est venue cette idée? D'accord. Comment vous êtes venu? C'est souvent la question qu'on pose. C'est souvent un peu la question. Et est-ce que vous avez des associés ou... Oui, on a déjà des associés, que des personnes physiques. Essentiellement des personnes physiques. Donc pour l'instant, c'est privé. C'est privé. Oui, ça reste oui. On va parler de fonds, de financement, tout ça. C'est des points importants pour les entreprises. Alors, si vous voulez intervenir, peut-être que vous voulez poser des questions à Monsieur le maire. Non, c'est clair pour vous. Non, on sent qu'il a eu la maîtrise de la radio, c'est très bien. Rien Très bon du tout. communicant. Et si vous voulez après intervenir sur la parole de l'un, vous me faites un petit signe que je puisse vous annoncer si vous voulez poser des questions. Choisir chaque domaine de compétences. Non, Non, c'est mais si intéressant. Si vous voulez poser une Oui, question mais sur le J'ai service. j'ai bien aimé les osselets. Ah ouais. Non, mais c'est vrai, mais c'est. Non, mais C'est c'est- vrai. On sait plus. On l'avait oublié, Mais ça. Hein. on sait plus Mais- jouer. Ma Mais grand-mère en c'est avait. Super, ça. Mais Ma grand-mère en avait. mais, là, on les c'est vrai, mettait j'ai là plus dans de- les Ouais. doigts, là, je sais pas ce qu'on Ouais. faisait. Bah, c'était très dur. C'est dur. C'est dur. On faisait, c'est je sais pas super. quoi. Ah, c'est génial. Ah ouais. On a oublié ça. Ah non, C'était oui. les anciennes tablettes. Ah bah oui, c'est les... Oui, c'est le deuxième tablet. Et là, il n'y avait pas besoin Ouais, c'est ça, c'est les anciennes. de pile mercure, ni lithium, Ah ouais. tout ça. Hein. Ah oui. Et oui. Ouais, parce que du coup, pour le coup, là, le lithium dans l'environnement, il n'y a pas de système de recyclage pour le lithium, si? Je pose la question, je sais pas. Je ne crois pas. C'est le gros souci d'ailleurs des panneaux photovoltaïques. Aujourd'hui, on a trouvé toute la chaîne qui permet de traiter le verre, le sodium, tout ça. Et on obtient une poudre, et on ne sait pas quoi faire de la poudre. Bah, c'est comme les batteries Et électriques de là, voiture, on ne sait pas il y les a recycler le- non plus. Le souci, Pour l'instant, c'est la qu'on question se pensait pose pas. faire du textile. Mais quand la question se Ouais. posera, ça va être une vraie, Mais ça va être un autre trop vrai Beaucoup problème. trop cher. Ouais, mais ça Et va. donc on a à peu Ah, on près, peut parler de l'évolution des je voitures. crois que c'est 16 000 tonnes par an Des de poudres. traitement Si, de si. poudre à faire. Moi, je suis pas un Donc, grand fan de la alors, politique gouvernementale actuellement, au sujet des On véhicules. les arrête à midi, Je préfère l'idée de dire. et on les Vous êtes envoie en pour quel Afrique. type de véhicule vous Il va être, Moi, je suis pas. En fait, comme il le y a une rendement loi qui est du- passée du comme quoi CCR. ils annoncent la fin des véhicules thermiques en 2040. Voilà, c'est le- Le problème, c'est que de toute façon, la fin des véhicules thermiques C'est en comme le 2040. nucléaire, on s'en fait. La filière automobile, elle va passer. Enfin, les distributeurs, c'est très compliqué pour eux. C'est très compliqué, c'est presque impossible. Les voitures qu'on achète aujourd'hui, elles peuvent rouler en Non, mais France c'est pas 20 ça, ans, c'est 30 ans. qu'il y a des années. Si on fait que d'électrique, si on fait que d'électrique, Il y a eu le scandale du plomb aux États-Unis. ok, Et ça, ça se trouve, en environnement, c'est dans mieux quelques pour la années, durée de on vie, lithium, pour la création. enfin, je veux dire, On y retourne Allez, on y va Vous êtes De toute prêts? façon, il y a du mercure dans les... Oui, il y a du mercure. Et oui, qui ne connaît pas ce titre des Frangines, c'est gai, c'est très bien agréable pour un lundi matin. Aujourd'hui, au bar de l'économie, je suis en compagnie de Gilles Lecam, maire de Neuville-sur-Oise, de Jérôme Perdérizet pour Seaview. Et tout de suite, on va passer la parole à Fabien Cohen-Solal pour Auto Origine. Alors, Fabien Cohen-Solal, comment vous est venue cette idée, puisque vous avez créé cette idée en 2016? Exactement. Il y a quelques années, j'ai voulu acheter une voiture. Effectivement, c'est très difficile de connaître son historique, de savoir ce qui s'était passé. Il n'y avait il n'y avait rien pour pouvoir tracer, pour donner un peu de traçabilité. C'est-à-dire que les factures de l'ancien propriétaire, ça ne vous suffit pas? Donc, Alors, quelquefois, il n'y en avait peut-être même pas. en fait, c'est que la majorité des personnes jettent leurs factures. Parce que les factures aujourd'hui, concrètement, la durée de vie des véhicules augmente. En moyenne, un véhicule vit 9 ans, enfin, la durée moyenne de vie du véhicule aujourd'hui en France qui roule, c'est 9 ans. En 9 ans, il doit y avoir 2, 3 propriétaires. Entre-temps, les factures de la 2e, 3e, 4e, 6e année, forcément. Ah oui, on ne se les transmet pas forcément. Moi, personnellement, je mets les factures dans la boîte à gants, puis à la fin d'année, il y a trop de choses, on fait un petit ménage et puis on jette les factures. Et je ne suis pas le seul, parce que dans plus de 70% des cas, effectivement, les factures sont jetées au fil de l'eau. Donc il n'y avait pas de traçabilité. Du coup, après quelques recherches, j'ai remarqué qu'effectivement c'était très difficile de pouvoir agréger assez d'informations.
Sauf qu'en 2016, comme vous l'avez dit, j'ai rencontré certaines personnes qui étaient professionnels de l'automobile, qui connaissaient bien ce monde-là, avec qui je me suis associé justement pour créer Autorigine. Donc c'est des personnes privées, anciens professionnels de l'automobile. Et on s'est associé justement pour créer ça. Donc ça a mis environ 2 ans pour agréger assez d'informations. Et pour pouvoir sortir en 2017 un service qui permet de fournir de façon exhaustive et pour l'ensemble du parc, que ce soit les voitures, les motos, les camions, les tracteurs, tout ce qui est immatriculé, un historique complet administratif. Donc, Alors justement, expliquez-nous comment fonctionne ce service qui est par Internet, bien sûr. Comment ça se passe? Comment vous faites pour mettre les informations d'un véhicule? Alors c'est sur Internet, exactement. On a un site Internet, www.autorigine.com. Beaucoup de développement informatique, c'est pour ça que c'était long à mener, j'imagine. Le développement informatique a été très long parce qu'on a fait d'analyse de données, c'est-à-dire qu'on agrège de la donnée, on l'analyse, on la retraite et il faut la ressortir sous un format qui est très lisible et très facilement et très intuitif pour les utilisateurs. Donc les utilisateurs vont sur notre site Internet, Autorigine, donc www.autorigine.com, ils tapent une plaque d'immatriculation. Nous, on leur affiche quelques informations qu'on va récolter directement auprès des autorités, donc, ce qui permet d'identifier la voiture, donc la marque, le modèle, la couleur, le nombre de places. Et s'ils veulent aller plus loin, effectivement, à ce moment-là, ils payent 6,90 €. Et de façon instantanée, nous allons interroger d'autres professionnels, donc c'est toujours de la donnée avérée, pour fournir un historique sur le nombre de propriétaires, la typologie des propriétaires, si le véhicule a été importé, s'il est rentré dans des centres de déconstruction, donc il était abîmé, remis sur le marché. Accidenté, vous voulez dire, puis ensuite réparé, remis sur le marché. Exactement, il y a des procédures quand les véhicules sont accidentés, donc il y a des experts qui passent au début, à la fin, et qui permettent aux véhicules d'être remis sur le marché. Et ça veut dire que n'importe quel véhicule est déjà en historique sur votre site, même si on n'envisage pas de le vendre? N'importe quel véhicule est en historique. Il suffit de taper la plaque d'immatriculation. Après, toutes les données sont anonymisées. Donc, on donne des catégories de personnes. Nous n'avons absolument aucun nom et aucune façon de récolter, de retrouver, de remonter jusqu'au propriétaire. Tout est absolument anonymisé. Alors, vous avez dit que ce service est gratuit. Jusqu'à quel niveau, donc? Le service est gratuit jusqu'à identification du véhicule. C'est-à-dire donc, que si toute la recherche est gratuite. Donc si on veut être sûr que le véhicule qu'on veut acheter d'occasion est bien identifié, déjà on a un premier service gratuit qui nous dit oui, ce véhicule existe bien, il est la première typologie, c'est ce que vous avez dit. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit de plus en plus d'annonces sur Le Bon Coin, sur la Centrale, sur Paris Vendu, sur d'autres, sur France Auto, sur tous les sites de petites annonces en ligne, de faux véhicules. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les personnes mettent des annonces, des photos, et les véhicules n'existent pas et ne sont pas enregistrés. Pourquoi est-ce qu'on fait ça alors? Pourquoi on fait des fausses annonces? Ce sont des personnes qui essaient d'avoir des acomptes, qui essaient de vendre des voitures qui n'existent pas vraiment. Donc c'est pour faire de la fraude en fait. C'est la fraude aux particuliers. C'est de la fraude, c'est du vol aux particuliers. Bien sûr. Et donc effectivement, votre site permet de tout de suite vérifier gratuitement donc si le véhicule est bien... Si le véhicule est bien enregistré auprès de ce qu'on appelle le SIV du système. Et la bonne couleur, parce que ça peut être aussi, on l'a déjà vu ça, comme vous l'avez dit, la fraude où on prend une plaque d'immatriculation et on met une autre couleur de véhicule, c'est une fausse annonce. Exactement. C'est pareil, c'est une fausse annonce. C'est beaucoup plus simple, effectivement. On prend la plaque, on la met sur un autre véhicule, donc on donne la marque, le modèle, l'énergie aussi. Savoir si c'est un diesel, si c'est une essence, cylindrée. On donne un certain nombre d'informations qui permettent déjà de vérifier si c'est bon véhicule. D'accord. Alors ça c'est la première étape. La seconde étape, vous avez dit il faut payer. Alors combien faut-il payer pour avoir accès à l'historique du véhicule sur Auto-Origine? Il faut payer 6,90 € pour avoir accès à l'ensemble de cet historique. Et dans ces cas-là, donc, est-ce que là, vous obligez, entre guillemets, les agents et les réparateurs et les concessionnaires à venir mettre la facture de chaque réparation? On n'a pas les informations sur chaque réparation. On ne peut pas obliger des professionnels ou des sociétés privées à nous envoyer des informations. En revanche, on a des informations exhaustives sur tous les véhicules, sur un certain nombre de points. Et on a des informations liées au kilométrage et effectivement entretien sur quelques millions de véhicules, mais seulement les professionnels qui acceptent de le faire ou alors qui nous vendent ces informations, qui nous mettent accès et mettent à disposition ces informations. Donc vous, le gros de votre métier en interne, la petite sauce interne, c'est d'aller
contacter tous ces distributeurs, réparateurs, concessionnaires pour qu'ils puissent être vos informateurs finalement. Exactement. Bah, après, c'est un petit travail, hein, ça ne met pas beaucoup de temps. Il n'y a qu'environ 20 000 professionnels de l'automobile recensés en France, donc ça peut aller très vite. Mais effectivement, on a la plus grosse problématique, c'est de fournir des informations le plus précis possible. Aujourd'hui, compte tenu des informations qu'on a, ça permet déjà d'éviter beaucoup de fraudes, de se poser les bonnes questions aux vendeurs. Parce que clairement, la majorité des vendeurs sont honnêtes aussi. Hein, faut pas, donc la majorité des personnes qui viennent sur notre site, ils nous disent effectivement, c'est ce que m'a dit le vendeur. Donc la majorité des vendeurs sont honnêtes, qu'ils soient professionnels ou particuliers. Maintenant, la problématique, c'est les fausses annonces. Les fausses annonces. Mais alors là, vous en avez repéré combien de pourcentage, à votre avis, y a-t-il de fausses annonces? Alors des fausses annonces ou des annonces qui comportent un vice ou des ventes qui comportent un vice. Il y a eu des études des GCCRF qui sont sorties dans les années en 2016. C'est la direction de la concurrence. C'est ça, exactement. Qui disait que dans 47% des transactions réalisées par des professionnels comportent un vice. Alors, on imagine entre particuliers, hein, ça va être à mon avis encore pire, parce qu'effectivement... oui, quand même, c'est un sacré chiffre. C'est un sacré chiffre, c'est presque 1 sur 2. 47%, oui, c'est 1 sur 2. Maintenant, il faut relativiser. Ça peut être des petits mensonges, ou même parfois, ils ne sont pas au courant eux-mêmes de l'historique. Et même, c'est pas parfois, souvent, quand le véhicule a 5, 6 ans, 9 ans, 10 ans, l'historique par le professionnel est perdu. Le professionnel n'a pas d'historique, et donc il fait même appel à nous. On a beaucoup d'informations, on a beaucoup de professionnels qui font appel à nous pour avoir des historiques de véhicules. Donc, ce n'est pas forcément des vices volontaires, évidemment, mais pour les particuliers, c'est encore plus, parce qu'en général, l'âge de véhicule, de transaction entre particuliers est encore plus élevé. Alors, quels sont les besoins, pour créer cette entreprise qui, donc, maintenant a 3 ans, comment avez-vous fait financièrement parlant? Est-ce que vous avez fait de la love money? Est-ce que vous avez vos associés? Comment faites-vous pour vous développer? Alors financièrement parlant, nous avons commencé sur fonds propres, donc on a mis tous un peu d'argent avec mes associés. On a développé, on a fait du chiffre d'affaires assez rapidement, donc c'était intéressant. On a eu des partenaires pour nous aider, en tout cas sur la data, des partenaires professionnels de l'automobile justement qui nous ont fourni la data et qui nous ont bien facilité les choses. Oui, parce que j'imagine que la profession est consciente qu'il faut un petit peu... Exactement. La profession sait qu'il faut de la transparence, qu'il faut de la confiance. Donc ils nous ont pas mal aidé sur ce sujet. Et on a, jusqu'à l'année dernière où on a commencé à faire des bénéfices, donc on a fait une levée de fonds également cette année qui nous a permis aussi de pouvoir investir et pouvoir continuer à nous développer avec des recrutements. Aujourd'hui, on est 6 personnes et l'idée, effectivement, c'est de se développer au fur et à mesure. Alors, quels sont vos besoins pour vous développer, justement? Alors, on a la problématique d'enrichir nos datas. Donc, il faut effectivement un nouveau responsable des partenariats pour l'enrichissement de ces datas. Et d'autre côté, faire connaître nos services auprès des professionnels. Parce qu'il y en a 20 000, hein, donc ça permet beaucoup de travail. Donc, il y a des directeurs commerciaux et des commerciaux, justement, pour mettre en place ces contrats importants. Donc, du coup, vous recherchez du personnel. Donc, c'est un appel, des offres d'emploi à pourvoir. Il faut venir chez vous si on est intéressé par travailler dans l'automobile. Exactement. Il suffit d'aller sur notre site www.autorigine.com et de remplir, de nous contacter directement. Si vous recherchez un emploi, effectivement, on pourrait avoir des besoins également en développement, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de besoins en développement. Du coup, vous avez des algorithmes informatiques qui permettent d'analyser toutes les mises toutes les petites annonces de vente, j'imagine. On a différents algorithmes. Donc pour les annonces de vente, on a des algorithmes aussi pour les data. On a fait aussi l'intelligence, parce qu'effectivement, on a beaucoup d'informations sur les 37 millions de véhicules, entre 37 et 40 selon les chiffres, mais de véhicules en circulation. Donc, compte tenu de ces informations sur tous ces véhicules, on peut mettre un peu de prédictif dedans. On sait pas mal d'intelligence artificielle sur les kilométrages, sur les sinistralités, sur les usures, sur l'entretien. Donc, effectivement, il y a beaucoup de besoins en termes de développement technique. Alors, j'ai envie de vous demander, Fabien Cohen-Solal, vous qui avez créé Auto-Origine, pour avoir l'historique donc de nos véhicules avant la vente, quelle est l'évolution pour vous du marché des véhicules d'occasion? Les marchés des véhicules d'occasion, alors il y a des habitudes de consommation, ça change. Beaucoup moins d'achats de diesel, même si ça remonte, qui a été un peu diabolisé
Avant l'été, oui. Avant l'été, depuis une petite année, effectivement, ça a été plutôt pas mal diabolisé. Il y a une forte croissance des véhicules électriques. Ça reste quand même relativement faible en volume. Maintenant, effectivement, il y a des lois qui vont arriver, qui sont passées d'ailleurs sur la fin des véhicules thermiques en 2040, qui va bouleverser, je pense, la distribution automobile, donc avec les groupes de distribution et aussi les constructeurs. Vous pensez que c'est possible, la fin du thermique en 2040 ? En tout cas, ils en ont parlé, le gouvernement en a parlé, ils veulent le mettre en place. Maintenant, ils ont laissé des petites portes de sortie parce qu'il va y avoir des consultations tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Donc on va voir. Je pense que ça va être compliqué. C'est une date qui arrive très prochainement. Mais je pense que quand même, il faut changer les choses pour l'environnement de toute façon. Donc il faut changer maintenant, faire un peu plus en concertation avec les professionnels de l'automobile aurait peut-être été un peu plus judicieux, mais bon, ça je ne sais pas trop. En tout cas, est-ce que c'est possible ? Oui, parce que de toute façon, légalement, c'est possible légalement. Est-ce que si ça se fait de façon trop forte, est-ce que ça se fera au détriment de la profession des professionnels automobiles ? Probablement. Maintenant, il faut que tout se fasse en bonne entente aussi, parce que je pense que les professionnels sont conscients aussi du changement et de ce qu'il va falloir faire. Et ils sont prêts à faire, hein, ils sont eux-mêmes prêts à faire. Maintenant, effectivement, il ne faut pas que ça arrive trop brutalement. Bien sûr, pour laisser le temps à tout le monde de s'adapter. Il faut s'adapter, exactement. Fabien Cohen-Solal, je rappelle donc votre entreprise Auto-Origine et surtout ce que vous faites, car c'est très important. Vous avez créé ce service en ligne qui propose des rapports de l'historique des véhicules. Donc quand on veut acheter un véhicule d'occasion, c'est très important parce que, comme vous l'avez dit, 47% des annonces soit sont fausses, soit il y a un vice ou même même si c'est un petit vice caché dans le véhicule. Et ça, quelquefois, même les propriétaires ne le savent pas. Donc c'est important quand on achète un véhicule. En tout cas, on va vous souhaiter plein de nouveaux projets parce que c'est très important pour nous de pouvoir mettre sa voiture en historique. Alors est-ce que si on veut faire cette démarche soi-même, est-ce qu'on peut vous contacter pour dire voilà, ma voiture elle n'est pas à vendre mais ça fait rien, je veux bien vous donner l'historique de mon véhicule? Totalement. En fait, on a soit des acheteurs effectivement qui peuvent se rendre sur notre site, soit même des vendeurs qui peuvent eux-mêmes, parce que la majorité des vendeurs, que ce soit professionnels ou particuliers, sont honnêtes. Donc si vous voulez amener de la confiance, vous pouvez directement venir sur notre site et effectivement ajouter des informations vous-même et des factures. Et comme ça, même garder ces factures-là au sein de votre compte pour pouvoir vendre mieux votre voiture. Mieux sa voiture plus tard. Exactement. On va rappeler comment fait-on. Alors ça, c'est gratuit, j'imagine. Totalement, c'est gratuit. C'est gratuit. L'étape payante, votre modèle de rentabilité, c'est quand on veut aller plus loin. Quand on veut aller plus loin. Il n'y a qu'un seul tarif, c'est ça? Exactement, il n'y a qu'un seul tarif, c'est 6,90 €. Donc c'est pas cher du tout, c'est abordable pour tout le monde. Quand on achète une voiture à 10 000 €, il ne faut pas se tromper. Voilà, il ne faut pas se tromper, il vaut mieux payer 6,90 €. On va rappeler comment on fait pour vous contacter dans ces cas-là. Alors dans ces cas-là, c'est soit directement sur notre site, donc www.autorigine.com, soit contact@autorigine.com. Nous avons des conseillers qui répondent dans la journée, soit par mail, soit directement sur le chat, ils répondent en direct. Et voilà, maintenant vous savez tout pour les véhicules d'occasion. Eh bien, allez sur Auto-Origine avant d'en acheter un. Et si vous êtes vendeur, allez-y aussi pour mettre votre véhicule en historique dessus. On va faire une nouvelle pause musicale et cette fois, on vous propose Maël. Bon choix. Il n'est pas toujours rempli en plus. Non mais effectivement, c'est le carnet d'entretien dématérialisé, c'est une bonne... c'est ce que tout le monde rêve depuis des années. Et en fait, nous, on arrive à en avoir aujourd'hui justement par ce biais-là. C'est qu'on arrive, nous, à en avoir. Maintenant, les gens sont pas prêts. C'est dans les habitudes de consommation, il n'y a pas encore ça. Mais ça, c'est le garagiste, enfin le réparateur qui doit le faire. Même pas. Moi, aujourd'hui, alors demain, parce qu'on est en train de développer une nouvelle version, l'entretien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une facture qui arrive, vous prenez la photo. Vous m'envoyez la photo directement sur votre compte et en fait, moi, je saurai reconnaître ce que c'est et ça fera un carnet d'entretien dématérialisé. Je vous dirai l'année prochaine, il faut refaire les plaquettes parce que vous avez fait il y a 2 ans. Et en fait, mais ça, il y en a 2-3 qui ont essayé de le faire, ça n'a jamais bien fonctionné. Moi, l'avantage que j'ai, c'est qu'en fait, utiliser ce carnet-là, ça permettra de mieux vendre parce que moi, j'ajouterai d'autres infos à ça. On peut peut-être en parler de ça. Les projets de développement, le carnet d'entretien numérique. Oui, bien sûr, avec plaisir. Ok, je vous pose la question, puis après, je sais.
On ne fera pas de pause musicale entre ces D'accord, questions. d'accord. Et les constructeurs veulent bien jouer le jeu ou pas? On est en discussion avec un. Enfin, on n'est pas en discussion, d'ailleurs, on est en test, on est en train de négocier les contrats avec un constructeur français. Ouais. Un déposeur français, ouais. Donc, tous sont pas prêts forcément à jouer le jeu. Pourquoi? Parce que c'est des développements pour eux, parce que ils ont des process c'est tellement énorme. Ça fait un an qu'on est en test. Ça fait un an qu'on est en test. Parce que après ça les contrats passent au juridique, ça passe au truc, Oui, ça c'est long. ça prend un temps Parce fou. qu'ils ont la base de données de leur véhicule qui passe. Ouais, dans mais le de toute garage. façon, eux, quand vous achetez un véhicule neuf, en fait, pendant 2 ans vous allez chez le constructeur, Ouais. et puis après 2 ans vous allez chez Neuroto, et puis après 5 ans vous Oui. allez chez le garagiste. Donc en fait, eux ils ont rien après 2-3 ans, et c'est pour ça qu'ils sont clients aujourd'hui. Ils ont, grosso modo, ils ont entre pendant 2, 3, 4 ans maximum. Après, ils ont perdu 80% de leur voiture. C'est pour ça, ce qu'on explique, on leur dit, mais de toute façon, mec, c'est mes clients. Je fais, mais ça fait 3 ans que tu les as pas vus, tes clients. T'es gentil, c'est pas tes clients, c'est. Donc, non, les constructeurs sont pas forcément prêts à jouer le jeu aujourd'hui, mais parce qu'ils n'ont pas non plus les capacités pour le faire. C'est ça, ils ont d'autres problématiques. Préoccupations Ils ont comme d'autres la préoccupations, c'est transformation du moteur thermique en électrique. Ouais, c'est ça, ils ont beaucoup d'autres préoccupations, et puis en plus, le marché en ce Ça moment, coûte cher comme investissement. Non, enfin, ce qui chez coûte cher, eux, c'est la transformation du moteur. ouais, c'est pas- chez eux, de toute façon, tout coûte cher. Chez eux, une journée homme, c'est plusieurs milliers d'euros. Donc, de toute façon, tout coûte cher, c'est impressionnant, et tout prend beaucoup de temps, et des heures pas possibles. Chaque réunion, ça prend 1 mois et demi, parce qu'il faut inviter 12 personnes de chaque département. La réunionique. C'est ça, c'est génial. C'est un modèle Mais français. c'est le gros problème quand on traite avec des grosses boîtes, c'est qu'en fait, il y a tellement de hiérarchie. Que du coup, entre le moment où ça remonte au une suite et que ça redescend au -7, sur les startups, c'est pas possible. Ouais. Quand on travaille avec des entreprises où il y a quand même un organigramme qui est beaucoup plus On y direct. retourne, Philippe? On y retourne? Au bar de l'économie, je suis toujours en compagnie de Gilles Lecam, maire de Neuville-sur-Oise, de Jérôme Perdérizet pour Seaview, et puis nous étions avec Fabien Cohen-Solal, nous parlions de véhicules d'occasion et donc de sa start-up qui s'appelle Auto Origine, le premier service en ligne créé en 2016 qui propose des rapports d'historique de véhicules. Mais j'avais envie de vous demander, et le carnet d'entretien numérique, est-ce qu'un jour on le verra? Ah bah de toute façon, il existe plus ou moins aujourd'hui. Donc nous, on développe certaines solutions, et justement, comme on en parlait avant, c'est-à-dire que les personnes peuvent ajouter des informations, ils peuvent ajouter des factures sur l'entretien réalisé, ils peuvent même prendre en photo, et la technologie fait que c'est déjà ajouté dans un carnet d'entretien. Donc oui, c'est quelque chose qui tend à se développer, ça évitera justement la déperdition d'informations avec l'âge du véhicule. Donc à terme, vous serez capable de nous dire, par exemple, tiens, attention, vous avez fait tel, je sais pas, tel vidange ou tel changement de plaquette de frein, il est temps maintenant d'aller revoir votre concessionnaire ou garagiste pour refaire le changement? Exactement. Après, une fois qu'on voit que vous avez fait la vidange et l'entretien des 24 mois, et s'il y en a une à 48 mois, 12 mois, 24 mois plus tard, on pourra vous dire effectivement il serait peut-être temps soit de contacter le garagiste, soit au moins de vérifier s'il ne faut pas faire la révision. Voilà. Merci beaucoup pour ces petites précisions, Fabien Cohen-Solal. Donc je rappelle que c'est autorigine.com. Exact. Alors Jérôme Perdérizet, vous aussi vous lancez une start-up Oui. dont vous êtes le cofondateur de Seaview, une solution d'automatisation de l'examen de la vue. Mais avant de parler exactement de ce service, parlez-nous un peu de l'origine, parce que vous êtes optométriste de métier. Qu'est-ce que c'est que ce métier d'optométriste? Alors l'optométrie, en fait, c'est une formation post-BTS que les opticiens à niveau Bac+2 peuvent intégrer. En fait, l'optométrie est une spécialité qui permet justement de se former beaucoup plus sur la partie examen de vue, de s'occuper effectivement des équipements pour les déficients visuels, les personnes atteintes de DMLA, de glaucome. On a également un domaine d'expertise dans la lentille de contact, d'accord, pour les gens qui ont besoin d'être adaptés en lentille de contact sur des postes chirurgie ou autres, d'accord. Donc voilà, la formation d'optométrie, c'est vraiment accompagner l'opticien pour avoir de plus en plus de compétences pour qu'on puisse prendre en charge les clients, les patients. Pour détecter peut-être et dire à certains patients, attention, il faut que vous alliez consulter. Oui, voilà, la formation d'opticien, en fait, permet déjà de pouvoir faire un examen de vue, et le fait de faire une formation en optométrie permet effectivement de pouvoir référer s'il y a besoin de référer,
chez un ophtalmologiste, chez un orthoptiste. Mais voilà, on a des domaines d'expertise qui permettent de prendre beaucoup mieux en charge le client et le patient. Comment vous est venue cette idée de Seaview et ce que vous proposez? Alors, Seaview, c'est né en 2015. J'ai mon associée cofondatrice, Laure Pichereau, que je salue d'ailleurs, qui est à un congrès aujourd'hui, qui tout simplement avait travaillé sur la modélisation d'un examen de vue depuis pas mal d'années et elle ne voulait pas partir seule dans l'aventure entrepreneuriale. Et donc du coup on s'est rencontrés en 2015, elle m'a expliqué son projet, j'ai tout de suite accroché. Et on a créé Seaview en janvier 2016. Alors ça a été très très vite puisque une fois que la création de la société s'est faite, on a intégré la formation HEC Challenge Plus, qui est une formation en fait que je recommande d'ailleurs à tous les start-upers qui sont justement, qui ont des formations ingénieurs ou des formations scientifiques et qui n'ont pas forcément l'approche business. La formation HEC Challenge Plus en fait permet justement d'accompagner les entrepreneurs sur une vision beaucoup plus business et de pouvoir en fait modéliser économiquement leur idée. C'est une formation qui dure 9 mois, c'est sur le campus d'HEC, il y a tous les profs d'HEC et beaucoup de consultants extérieurs qui nous forment, c'est une super expérience. Et à la fin, on pitch devant donc, des investisseurs pour justement essayer de faire des levées de fonds pour pouvoir avancer. Donc c'était très vite, on a été sélectionné assez rapidement avec Business France pour aller représenter la France sur un salon à Helsinki. Et puis on a fait une première levée de fonds l'année dernière, où cette levée de fonds nous a permis vraiment de pouvoir finaliser le prototype avant sa mise en commercialisation, sachant que nous, on est sur un marché B2B, c'est-à-dire qu'on vend aux professionnels, que sont les ophtalmologistes et les opticiens, et on est sur un modèle économique de récurrence, c'est-à-dire qu'il y a un abonnement par rapport à la solution, et après, en fonction du volume d'examen de vue que fait le professionnel, il va être adapté au niveau du coût. Alors, pour expliquer un petit peu Seaview, je vais juste reprendre les bases en fait d'un examen de vue parce que je pense que c'est important. Quand vous allez voir un ophtalmologiste, il va vous faire des tests, d'accord? Et en fait, pour pouvoir déterminer une prescription lunettes, vous avez une première étape qui est l'étape objective, c'est-à-dire que vous allez gagner une petite montgolfière ou une petite maison. Ça, c'est une première étape qui permet d'évaluer le défaut visuel. Et après, vous avez une partie qui est subjective, où en fait, le praticien, l'ophtalmo, vous pose des questions. Est-ce que vous voyez mieux telle lettre ou telle lettre? Et en fait, il y a une interaction qui se met en place entre le praticien et le médecin, où le médecin va devoir réfléchir à la réponse, changer le test, changer le verre. Donc voilà, ça demande en fait des compétences et du temps. Ah, c'est-à-dire qu'on a des tableaux de lettres de différentes tailles. Voilà. Et en fait, chaque patient a son profil. C'est-à-dire que ce n'est pas un chemin pour faire un examen de vue, c'est plusieurs chemins, plusieurs tests, plusieurs méthodologies. Et en fait, c'est ce qu'on a modélisé avec un algorithme, d'accord, où en fait, l'algorithme est capable de prendre en compte chaque profil, sur chaque complexité. Et le but, c'est d'aller chercher la meilleure réfraction, la meilleure prescription lunettes dans un temps le plus court possible. Bien sûr. Donc en fait, l'algorithme permet d'avoir une forte reproductibilité parce que quand on fait un examen de vue, on est sur des rendements généralement en cabinet pour y avoir travaillé sur 4-5 patients à l'heure, donc c'est quand même, faut quand même y aller. Et du coup, c'est vrai que au bout d'un moment, on peut faire des erreurs, ça arrive. Et c'est vrai que d'avoir développé cet algorithme, ça permet justement d'avoir une forte reproductibilité et de diminuer le taux d'erreur. C'est-à-dire que cet algorithme évite les examens successifs dont vous avez parlé, c'est-à-dire la lecture des panneaux de lettres ou on fait Non, pas du tout. En fait, il y a deux produits en fait, sur Seaview. Vous avez une partie hardware, d'accord, c'est-à-dire qu'on a développé un système qui vient se connecter aux instruments du cabinet, d'accord, et on voulait quelque chose de simple, c'est-à-dire que on ne veut pas que ce soit compliqué pour le praticien de pouvoir aller intégrer la box. La box, en fait, va venir se connecter aux instruments qui changent les verres. D'accord. La box va se connecter également à l'appareil qui permet de faire une première mesure objective avec la petite maison. Et puis après, vous avez effectivement la box qui va se connecter au changement de lettres. Et puis vous avez le praticien qui a une application sur tablette Android. D'accord. Et il suit tout simplement la séquence que va lui proposer l'algorithme. Il pose la question au patient, le patient répond, il appuie sur les réponses au niveau de la tablette et en fait tout se synchronise. Les changements de verre se mettent en place, les changements de lettres se mettent en place et vous avez la séquence qui se met en place et vous avez juste à suivre ça. Sur des cas simples, on est sur des examens complets à 5 minutes pour déterminer nos corrections et sur des cas un petit peu plus compliqués, on est sur des temps à 8 minutes. Voilà. Oui, donc on gagne beaucoup de temps en fait. On gagne du temps. Nous, notre mission, enfin, notre objectif, c'était vraiment, parce que je
pense qu'on le sait tous, il y a un gros problème de délai d'attente pour aller voir un Bien sûr. ophtalmologiste. On a beaucoup de mal à avoir des rendez-vous. Aujourd'hui, on estime en 2018 qu'il y a un petit peu moins de 9 ophtalmos pour 100 000 habitants. Et d'ici à horizon 2030, on sera pour 6 ophtalmos pour 100 000 habitants. Le délai moyen, c'est 87 jours. D'accord. Dans certaines régions, entre autres ma région du Limousin, on est sur 1 an d'attente. C'est énorme. Et donc il faut trouver des solutions. Former un ophtalmo aujourd'hui, c'est 11 ans minimum. D'accord. La démographie, il y aura de plus en plus de patients à prendre en charge. Et nous, ce qu'on voulait, c'est pouvoir justement essayer de pouvoir donner une solution à des professionnels de santé, alors que ce soit des paramédicaux ou des médicaux, pour pouvoir gérer cette partie d'examen de vue. Bien évidemment, la partie médicale sera toujours gérée par le médecin, c'est pas notre job, d'accord. Mais on s'est dit, si on pouvait demain équiper des centres de santé avec justement un opticien qui vient faire de la prestation en maison de santé, ou un orthoptiste ou un optométriste qui vient faire de la prestation, ça permet de gagner du temps. D'autant plus qu'aujourd'hui, on est capable de se connecter en téléréfraction, c'est-à-dire qu'on est capable de faire un examen de vue à distance. D'accord. On est capable de se connecter, on est capable de faire un examen de vue en Auvergne et nous, on est sur Paris. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a développé également. La télémédecine, en France, se pratique de plus en plus. Se met en place. Voilà. On en parle et voilà, les actes Ça fait partie du programme annoncé la semaine dernière par Agnès Buzyn. Exactement. Donc voilà, nous on voulait apporter cette solution-là. Il y a aussi... Donc en fait, à terme, c'est une solution bien sûr réservée aux professionnels, hein, vous l'avez dit, c'est pas fait pour le particulier. Donc à terme, vous pensez pouvoir équiper aussi bien les opticiens que les ophtalmologistes, que les centres de maisons de santé, les hôpitaux, les cliniques, ou des hôpitaux. Toutes les structures en fait qui prennent en charge les patients pour faire un examen de vue. Alors, ça, oui. Vous êtes installé à Hermont en Val d'Oise. Alors moi je suis opticien également, je suis installé voilà, à vous êtes opticien, ça s'appelle Néovision à Hermont. Est-ce que votre magasin est équipé de la solution CView? Est-ce qu'on peut déjà aller prendre des rendez-vous? Évidemment qu'elle est équipée. Bon, moi c'est vrai que depuis 18 mois je teste les algos en fait au sein de mon magasin. Et c'est vrai que c'est un enrichissement puisqu'en fait ça permet de faire effectivement des remontées R&D en temps réel. Et du coup bien évidemment que ça fait partie en fait de mon parcours patient, parce que moi j'ai une pratique au sein de mon magasin où effectivement quand le patient rentre, qu'on a besoin de vérifier la vue, on passe par un examen de vue, puis après on accompagne effectivement le patient dans le choix des lunettes et le choix des verres. Ce qu'il faut savoir, c'est que la réforme 100% santé, qui arrive à partir du 1er janvier 2020 pour les opticiens, cette réforme 100% santé en fait va permettre justement à l'opticien de valoriser l'examen de vue, d'accord, par rapport au panier A et par rapport au panier B. Donc c'est une loi qui, c'est un bouleversement dans le marché de l'optique en fait. C'est bien pour les consommateurs parce que aujourd'hui les gens vont pouvoir être pris en charge à 100% pour avoir un équipement lunettes. Oui, c'est sûr que si c'est juste un renouvellement, c'est bien pratique. Voilà. Mais il y a, les ordonnances aujourd'hui sont valables plusieurs années en fonction de l'âge, et l'opticien va être au cœur justement de ces modifications de correction. Et vous avez des opticiens effectivement qui, comme moi, sont formés, font des examens de vue au quotidien et pour eux ça ne pose pas de souci. Vous avez des opticiens qui malheureusement ont un petit peu oublié la partie examen de vue. Donc soit ils se reforment, soit effectivement avec la solution CView, ils pourront pratiquer les examens de vue, avoir des réfractions qui sont sécurisées et sûres, et pouvoir prendre les patients en charge. Parce que aujourd'hui, les patients viennent, c'est vrai, voir l'opticien en premier pour dire écoutez, j'arrive pas à prendre rendez-vous avec mon ophtalmologiste, est-ce que vous pouvez me faire un examen de vue? Donc c'est vrai qu'on est quand même vraiment face à une situation... Vous êtes déjà sollicité en fait. Oui, on est énormément sollicité, et avec cette réforme 100% santé, l'acte de l'examen de vue sera valorisé, sera remboursé par la sécurité sociale sur le panier A. Et donc du coup, l'opticien de demain va devoir justement gérer ces nouvelles compétences. Donc voilà, c'est ça aussi qui est important à prendre en compte. Alors actuellement, bon, vous êtes une vraie start-up, c'est-à-dire qu'on est aux prémices du développement commercial. Oui. Hein, vous êtes très peu d'opticiens équipés, j'imagine. Alors on a commercialisé la solution. D'ailleurs, fin septembre se déroule le Salon international de la lunette, le CIMO, qui est un grand salon. Un grand salon français, oui. Voilà, à Villepinte, où là effectivement on va présenter notre solution sur le marché opticien. On a déjà présenté au congrès des ophtalmologistes à la SFO en mai dernier notre solution pour justement savoir comment ils apprenaient ça. La réaction a bien évidemment été positive.
Et donc du coup, aujourd'hui, Civio, c'est 10 personnes. Fin d'année, on sera 12. Et on est effectivement en phase de recrutement. On a besoin de recruter des Donc compétences. vos besoins aujourd'hui, c'est recruter quel type de compétences? Alors, on a besoin de 2 compétences aujourd'hui qui sont la compétence commerciale, terrain, c'est-à-dire qu'on recherche en fait un profil opticien avec une formation en optométrie pour justement aller sur le terrain, accompagner les opticiens par rapport aux produits. Et on a besoin de compétences en IT pour tout ce qui est développement, puisque l'algorithme quand même est un algorithme qui est assez Il faut complexe. l'installer, oui. Voilà, donc on recherche des compétences en IT, en développement Java. Et ça, sur 2020, on va devoir effectivement en recruter. Alors, si à terme, donc si on va chez un opticien équipé, ça coûte combien pour le plus grand public de faire une consultation de ce type? Alors, moi, je ne pourrais pas vous communiquer le prix de la solution Civio parce qu'on est sur un marché B2B. Oui, On non vend pas mais je aux veux dire consommateurs. la consultation. Alors, la consultation, chez un la réforme opticien. 100% santé sur le panier A, d'accord, c'est-à-dire pris en charge à 100%. Si l'opticien fait effectivement une vérification d'ordonnance, l'examen coûtera 10 €, remboursé par la sécurité sociale. D'accord. Alors, il y aura des petites modifications en fonction du volume d'examen de vue qui va se faire sur cette loi. Elle peut être diminuée, on ne sait pas, mais elle sera valorisée 10 € et sera remboursée par la sécurité sociale et par les complémentaires. D'accord. Donc ça, c'est la nouveauté sur cette partie-là. Avant, l'examen de vue chez un opticien, en fait, on n'avait pas le droit de le facturer. Alors moi, je dis toujours que tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Ça, c'est un point de vue qui est personnel. Mais c'est vrai que pour le patient, et pour l'opticien, c'est un acte fort. Ça va vraiment renforcer son côté professionnel de santé. Et c'est super. À terme, donc, vous pensez pouvoir équiper, je veux dire, la solution, elle est tout de suite mise en place. Oui. Donc vous pouvez équiper Tout le monde rapidement. Tout le monde à condition d'avoir en fait du matériel au sein de son magasin, un matériel automatisé, puisqu'en fait on vient se plugger, on vient se greffer sur du matériel existant. C'était aussi une force sur Civio au niveau de la R&D, c'est qu'en fait les renouvellements de parc au niveau du matériel, c'est en moyenne 10-15 ans. D'accord. Ça demande un certain investissement et en fait nous, dès le départ, on s'est dit il faut qu'on arrive à trouver une solution technique pour pouvoir se plugger facilement sans que le professionnel n'ait à racheter son équipement global. Voilà. Donc ça nécessite en fait d'avoir quand même quelque chose d'automatique. Mais ça, au niveau du développement, si tel opticien a telle référence de machine, on est capable de dire oui, on peut, non, on ne peut pas, et de donner tout de suite une idée. Alors pour l'instant, en Val d'Oise, si on veut faire un test, on va chez Néovision Hermont, ça on a bien Avec compris. grand plaisir. Et si on veut vous contacter parce qu'on est intéressé, on est un professionnel de santé, on est intéressé par Civio, alors, comment fait-on pour vous contacter? On va sur le site internet civiotech.com. Voilà. Civiotech.com. On est incubé à l'Institut de la Vision, voilà, à Paris, Voir et Entendre exactement. Donc à l'Institut Voir et Entendre, on Voir peut aller faire une démonstration. De l'Institut de la Vision, voilà. Et d'ailleurs, je passe une petite annonce parce qu'on recherche des locaux sur Paris. On commence à être un petit peu trop petit au sein de l'incubateur. Et donc voilà, on cherche des locaux sur Paris. Donc voilà, bon entendeur, si vous avez des locaux pour nous, nous sommes intéressés. Bon, écoutez, il faudra écouter nos anciennes émissions. On avait des gens qui avaient des locaux, donc il faudra qu'on recherche, vous verrez. En tout cas, c'est un examen qui est pas très cher si on va donc le faire en tant que particulier, entre 10 et 20 € selon les praticiens. 10 € légalement. Et 10 € légalement, mais ce qui permet déjà d'avoir une première estimation de son état de vue si on n'a pas consulté depuis longtemps. Voilà, et ce qui est important, je finirai là-dessus, c'est que nous, notre domaine d'expertise, c'est vraiment sur la partie examen de vue. Ça n'empêche pas qu'effectivement, il doit y avoir des suivis pathologiques, c'est important, puisque à travers un examen de vue, on peut effectivement déceler certaines pathologies. L'algorithme n'est pas là pour citer une pathologie, il est là pour donner un caractère, à dire il faut consulter un ophtalmo ou pas. Voilà. Et bien évidemment, l'ophtalmologiste reste au cœur de la prise en charge au niveau pathologie. Oui. Et, c'est important quand même d'être suivi par un médecin. Tout à fait, obligatoire. On ne peut pas tout faire n'importe comment. Exactement. Merci beaucoup en tout cas Jérôme Périzet pour cette magnifique invention. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, c'est compliqué de prendre rendez-vous chez l'ophtalmo. Donc ça sera très bien de pouvoir développer, enfin j'espère que ça va se développer rapidement. Et on vous souhaite bonne chance à tous d'ailleurs. Merci à nos invités d'avoir été présents à mes côtés ce matin. Demain, vous serez en compagnie de Jacqueline Voraz. Et pour ma part, je vais vous quitter en musique. On va vous souhaiter une très belle journée. D'autres intervenants mercredi, vous verrez. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès mercredi matin. Très belle journée à tous. Au revoir.
Je suis désolé, moi j'ai été un peu distrait, mais j'ai des gens du voyage.